État ya Bakongo. Constitutionnel décide d'être le juge pénal de Matata, ancien premier ministre, mais qui n'est plus en fonction. Eh bien, en voulant le juger comme s'il était en fonction, la Cour doit en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire quoi? Non seulement reconnaître la compétence de cette Cour vis-à-vis d'un Premier ministre, mais reconnaître aussi la procédure qui préside à cette mise en accusation. Ça veut dire quoi? Vous décidez que vous jugez un Premier ministre, vous devez recourir à l'article 166 de la Constitution qui veut que les poursuites et la mise en accusation soient décidées par qui? Par le Congrès, par un vote du Congrès. Et nous sommes ensemble et unanimes pour constater que ce vote n'a jamais eu lieu. Néanmoins, la Cour veut le juger. Et même est en train de le juger. Soit alors, la Cour revient à la raison et décide que, se trouvant devant un député national, elle le renvoie devant son juge naturel, devant le juge que la loi lui donne. Ça devient quelle cour? La Cour de cassation. Parce que c'est elle qui juge les députés nationaux, les sénateurs et autres personnes désignées dans la Constitution. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il faut demander, dit la Constitution, l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient pour lever les immunités. Cette formalité n'a jamais été remplie. Hein, mes amis, on est citoyen et on a des droits, ou on ne l'est pas, et on est traité comme des gens sans droit. On est traité comme vivant dans la jungle. Voilà pourquoi, de la première audience, nous avons rappelé toutes les garanties qui accompagnent un procès au pénal. Garanties auxquelles tous les citoyens ont droit. Et dans cet effort de dégager les garanties, la première chose qui nous frappe, c'est quoi? C'est que parmi les juges qui ont siégé, ce lundi-là, c'était le 14 mai, ces 14-là, parmi les juges qui ont siégé, figuraient 2 juges hors mandat, qui n'ont plus qualité pour siéger. Nous l'avons suggéré, nous l'avons relevé, mais ça n'a pas découragé la Cour. Et là, on continue à siéger comme si elle n'avait rien entendu. Bien plus, nous avons aligné ce qu'on appelle les exceptions. D'abord, les exceptions d'incompétence. Vous savez, depuis le 15 novembre 2021, la Cour elle-même, devant laquelle nous comparaissons, avait pris un arrêt, disant que, après analyse, après examen,
après délibération, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas juger un ancien Premier ministre pour des faits commis dans l'exercice de son mandat. Et le même arrêt avait insisté pour dire que, puisque aucune juridiction n'a été instituée à l'égard d'un ancien Premier ministre pour les faits commis pendant son mandat, et ne pouvait que constater son incompétence, un point, un trait, et mettre fin à la procédure. Mais nous voilà devant la même cour, face à son propre arrêt, en train de dire qu'elle va quand même juger. Or, cela introduit la deuxième incompétence. C'est quoi? C'est la Constitution elle-même. À l'article 168 que vous connaissez tous. Que dit cet article? Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, opposables à tous et exécutoires et sont opposables aussi bien au pouvoir public, aux juridictions civiles et militaires et aux particuliers. Ça veut dire quoi? Cet arrêt du 15 novembre 2021 est opposable même à la Cour constitutionnelle elle-même. Les avocats l'ont rappelé, mais ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été entendus. Et pourtant, a lui-même disposé que les arrêts, les décisions rendues en violation de la présente Constitution sont nuls et dénient les faits. Donc, la Cour, aujourd'hui, est en train de siéger pour qu'en fin de compte, elle rende un arrêt nul. Eh bien, ce n'est pas vraiment très digne de constater que une Cour constitutionnelle de notre pays peut recourir à des subterfuges pour rattraper une compétence qui lui a échappé. Eh bien, dans un arrêt const 1816 du 18 novembre 2022, la Cour, saisie par personne, aucun prévenu ne l'avait saisie, mais la Cour, prétextant d'une requête de la Cour de cassation, qui lui demandait un avis d'interprétation, la Cour en a profité à Matata. Que chaque citoyen a droit à un juge, et comme jusque-là il n'en a pas, elle, la Cour constitutionnelle, décide de lui en donner un. Et c'est qui? La Cour constitutionnelle elle-même. Or, quelle que soit l'intelligence de la Cour, quelles que soient les manœuvres élaborées, elle ne peut pas contourner les termes de la Constitution qui disent que chaque citoyen a un juge que la loi lui désigne. Que la loi lui désigne. Je vous ai renvoyé à l'article 19, n'est-ce pas, de la Constitution. À ce niveau, quel est le rôle des avocats? Sinon de dire à la Cour, vous n'êtes pas législateur. Vous avez beaucoup de pouvoir, nous sommes d'accord. Mais vous n'en avez pas. Et quelle est la sanction d'une juridiction qui siégerait
non pas parce qu'elle a été créée par la loi, mais par les juges de la Cour constitutionnelle. C'est toujours la même chose. C'est la nullité d'office, de plein droit. Bref, nous avons à l'incompétence, par exemple, encore, pour illustrer mon propos, lorsque nous citons l'article 1er bis du Code pénal, qui dit ceci: la loi pénale est de stricte interprétation. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuite ou d'une condamnation. Si le droit pénal, depuis ses origines, pose le principe d'interprétation stricte, c'est précisément pour éviter l'arbitraire. Il n'y a pas un procès pénal digne de ce nom s'il est fondé sur l'arbitraire du juge. Le juge est applicateur de la loi. Il n'en est pas créateur. C'est aussi cela le sens de la séparation des pouvoirs dont vous entendez parler tout le temps. On ne peut pas permettre au procureur général de se lever un matin et de dire, voilà, moi je vais en justice, même si par ailleurs la justice s'est déjà prononcée. Et le procureur ne peut pas se lever en disant, je recommence la procédure parce que la première fois, le juge ne m'a pas cru. Je recommence. Non. Non, bis in idem. On ne reprend pas la même affaire deux fois. Donc, la Cour constitutionnelle doit respecter l'état des droits. Et respecter l'état des droits que vous connaissez, parce qu'il est inscrit à l'article 1er de la Constitution. Respecter l'état des droits est le meilleur moyen pour le juge pénal de parvenir à une réelle sécurité juridique du chef de l'État et de son Premier ministre, et aussi à la sécurité juridique de ceux qui le seront et de ceux qui ne le seront plus. Nous devons écouter les constituants. Nous devons donner aux mots leur sens usuel. Pas de surenchère. Sécurisons les citoyens. Et refusons l'arbitraire du juge pour permettre à l'accusé de connaître justement la nature et la cause de l'accusation pénale portée contre lui. Nous avons parlé d'une juridiction à la composition irrégulière. C'était déjà suffisant pour que la procédure s'arrête. Mais il y a encore d'autres exceptions que les avocats ont soulevées, notamment en matière d'irrecevabilité. Nous vous avons suggéré déjà qu'à supposer que toutes ces exceptions d'incompétence aient été vaincues, le juge doit examiner s'il a affaire à une procédure, à une action publique recevable. Quel que soit le cas que nous avons considéré, quels que soient les juges pris en compte, par exemple les juges de la Cour constitutionnelle ou les juges de cassation, il y a des formalités, aussi bien dans la Constitution que dans la loi. Mais lorsque le procureur général y va, entraînant un député national, sans que dans les dossiers, on ne voit par exemple, en cas de Premier ministre, on ne voit par exemple le compte rendu ou le procès verbal du Congrès.
Et lorsqu'il poursuit devant la Cour de cassation un député national, sans qu'on ne voie au dossier les autorisations de poursuite et de mise en accusation, que penser de telles procédures et que penser de ceux-là qui sont censés être nos serviteurs pour servir l'état de droit, pour mettre fin à l'arbitraire, pour nous donner la sécurité juridique nécessaire. Quand ils procèdent comme ils procèdent, sont-ils conscients de faire les choses correctement ou sont-ils déterminés à malmener les citoyens, quelles que soient les circonstances? Et c'est difficile de comprendre qu'on ne peut pas siéger en toge avec des chapeaux, se mettre à juger un député national sans vérifier si ses immunités ont été levées. C'est vraiment difficile. Alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas? Mais il y a de toutes ces exceptions quelque chose de considérable qu'il faut relever. C'est l'article 17, alinéa 2 de notre Constitution. Cet article n'est pas toujours connu, mais c'est le premier de tous les articles qui protègent les citoyens contre l'arbitraire du juge. Écoutez les termes. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi. Qu'en vertu de la loi. Et dans les formes qu'elle prescrit. En disposant ainsi, le législateur suprême n'a fait que confirmer le principe de la légalité de la procédure contenu dans la maxime latine nullum judicium sine lege, et qui veut que toute procédure soit nulle qui n'a pas respecté les formes prescrites par la loi. La Constitution dit ceci. Les juges vous disent le contraire. Vous sentez-vous en sécurité? Ne peut pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équité du procès sans la légalité de la procédure. Maintenant, nous les avocats, devons-nous continuer à aller prendre la parole, sachant qu'il n'atteindra aucun juge? Devons-nous continuer à aller parler pour l'appeler de procédure devant un juge qui le prend en mépris? Sommes-nous encore utiles en tant qu'avocats lorsqu'en rappelant la loi, on a nullement l'intention de nous écouter et on ne nous écoute même pas? Je crois que j'ai donné la substance de mon propos et tout ce que je peux dire, c'est en conclusion, tel que ce dossier se déroule. Cela ne peut donner satisfaction à personne épris de justice. Tous les principes fondamentaux, tous les principes directeurs du procès pénal sont ignorés, méprisés, rejetés. Et la dernière décision de la Cour constitutionnelle, c'est de dire que tout ce que nous sommes en train de dire, on va les rejoindre au fond. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur tous ces principes, la Cour rejette le débat
public et contradictoire. Elle pourra parler de toutes ces exceptions à l'occasion de, si nous avons la chance, à l'occasion du délibéré. Plus jamais un débat public et contradictoire sur des exceptions soulevées par la défense, exceptions qui sont d'une telle gravité et d'une telle importance. Et c'est peut-être ma dernière réflexion sur ce procès. Si ces exceptions dont je vous ai montré l'importance n'étaient pas débattues, pouvons-nous encore prétendre à un procès équitable? Quelle est votre conviction après m'avoir entendu? Le procès équitable est-il possible? Dites non, ayez le courage de la vérité. Il ne faut pas avoir peur. Ce procès équitable serait introuvable. Dire qu'on va joindre les exceptions au fond, sur base de l'article 26 du Code de procédure civile, c'est ce que j'appelle une démarche anachronique, une démarche incompatible avec la nature d'un procès pénal équitable tel qu'il résulte des dispositions claires et expresses de notre Constitution. Un procès pénal équitable tel qu'il est défini par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la RDC a ratifié, tel qu'il résulte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et tel qu'il résulte de nos différentes lois de la République. Et vous comprenez pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse pour vous dire quel est le mal qui est porté, quel est le coût qui est porté à la justice, au procès équitable, par des hommes qui, par ailleurs, et par définition, étaient censés être les gardiens du droit, les gardiens de la loi et les gardiens de la Constitution. Voilà, j'ai provisoirement terminé. Moi, c'est Cyril Milandou de la radio Top Congo FM. Ma première question, votre client a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Vous avez relevé plusieurs irrégularités. Pourquoi ne pas couvrir ces irrégularités pour que votre client puisse avoir la possibilité de se défendre pour que cette affaire puisse terminer? Merci. S'il vous plaît, vas-y. Du temps que le professeur note, la première question. Bonjour professeur, moi c'est M. Mario Ambongo, Kanakin Télévision. Juste deux petites préoccupations. La première, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, appelle le procureur général pour la Cour constitutionnelle à régulariser la procédure en demandant en bonne et due forme la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Pogno. Je voulais avoir vos impressions. Est-ce que juridiquement ça peut faire évoluer les choses? Secondo, en vous suivant, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Juridiquement, vous avez pratiquement épuisé plusieurs recours. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une brèche sur le plan international pour pouvoir faire évoluer ce dossier? Bon, merci pour différentes interventions. Je rappelle, ce n'est pas que je pense que vous avez oublié, mais j'insiste pour dire l'importance dans une procédure pénale et pour
la personne poursuivie et pour l'avocat d'assurer, comme disent les Canadiens, une défense pleine et entière. Les formes, ce n'est pas comme les fautes de grammaire. Les formes ont un impact sur la vie, l'honneur, la liberté, le crédit des citoyens. Aucun avocat ne peut dire « négligeons la forme pour aller tout droit au fond ». Surtout connaissant précisément notre justice avec toutes ses vulnérabilités. Il ne faut pas penser qu'on discute de forme parce qu'on a peur du faux. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans ce dossier, le fond est encore plus facile que la forme. Je vais vous donner une petite confidence, n'est-ce pas? Vous êtes des hommes très bien formés et informés. Vous connaissez certainement la définition de l'infraction de détournement. Vous allez la lire ou vous l'avez déjà lue. Elle suppose qu'un fonctionnaire, un agent de l'État, a disposé, a eu entre ses mains des sommes qui lui ont été confiées en vertu ou en fonction de sa charge, et dont il détourne la première finalité pour une autre. Maintenant, dans l'affaire Bukanga Alonso, j'en appelle à votre sens commun. Vous imaginez une situation où l'argent destiné à l'entrepreneur Africom qui gérait Bukanga Alonso est tombé entre les mains du Premier ministre. Par quelle procédure? Un ministre du secteur, imaginons l'agriculture, a engagé. Un ministre du budget a liquidé. Un ministre des Finances a ordonné de payer entre les mains de l'entrepreneur, du titulaire du marché. Quand est-ce qu'un Premier ministre peut se présenter au guichet de la Banque centrale et prendre cet argent, et en même temps, le destinataire, lui, n'en dit rien, ne se plaint pas à aucun moment. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'on a peur du fond, mais les droits d'un citoyen à l'occasion d'une procédure pénale doivent être respectés. Ce n'est que ça. Il ne faut pas dire pourquoi ne pas y aller, et s'il y va et qu'on le condamne de nouveau injustement. Puisque déjà on montre qu'ils sont incapables de justice au niveau des formes. Qu'est-ce qui vous dit qu'au niveau du fond, ils auront des scrupules et s'empêcheront de condamner injustement? Un avocat ne peut pas jeter son client à la pâture des juges que je n'ose pas encore qualifier. Alors, il faudrait trouver une brèche. Mais qui doit être diligent dans les poursuites pénales? C'est le procureur général. C'est le ministère public qui doit être diligent, qui doit soutenir son accusation et la faire aboutir. Le prévenu a même droit au silence, dit la procédure. Vous vous dites non, qu'il parle, qu'il aille, c'est pas dire qu'il est innocent, qu'il aille à la cour africaine. Et jusque-là, il est en faiblesse de la soutenir et de la faire aboutir correctement. Nous faisons quoi? Nous dénonçons. Vous harcelez quelqu'un alors que vous n'avez pas les moyens de soutenir votre accusation. C'est ce que nous disons. Merci pour la parole. Monsieur le professeur, je suis Joseph Edeva, cadre du LGD. Nous avons suivi très récemment le président de l'Assemblée nationale interpeller ceux qui doivent protéger les lois de ce pays, dont les juges de la Cour constitutionnelle, de revenir à la forme, c'est-à-dire saisir le bureau, mais aussi soubasser la raison,
qui poussera le bureau à lancer les débats afin de procéder par la levée des immunités de votre client, le président national de notre parti. Doit-on constater que la crise sur le dossier Boukangalonzo, qui n'est-ce pas ici fait allusion à votre client et collaborateur, s'est institutionnalisée? Parce que là, on ne sait pas qui a prépondérance à intimer l'ordre à l'autre. Et doit-on dire qu'au travers de cette interpellation, votre client ne va pas se présenter à la date nous indiquée comme date de rendez-vous à la Cour constitutionnelle dans les jours à venir? Voilà ma question. Merci. Merci. Jean-Pierre Kaïmé pour la chaîne YouTube Politicon. Pour embrayer sur ce que M. Joseph a dit, prof, pourquoi avez-vous accepté de vous présenter ce jour-là et de plaider en sachant que tous les préalables n'étaient pas remplis, notamment la question de la levée des immunités? Et on vous sent exaspéré. Peut-on dire que vous sentez la bataille judiciaire déjà perdue et que vous cherchez à gagner la bataille de l'opinion? Merci. D'abord sur cette question, je crois qu'il n'y a pas lieu de chercher qui a intimé à l'autre, qui a le droit d'intimer à l'autre ce qu'il doit faire. Dans une société démocratique que nous sommes censés être, l'autorité de chacun et de chaque institution ne peut émaner que de la loi. Ça, c'est le principe. Personne n'a le droit de remplacer la volonté du législateur, c'est-à-dire du peuple, par sa volonté personnelle. Mais je pense aussi que un citoyen, député national, appartenant donc à l'Assemblée nationale, qui se voit malmené en violation des lois qui le protègent, peut invoquer, peut appeler au secours son institution en disant, là-bas, on est en train de me malmener, peut-être vous n'êtes pas au courant, voici la situation. Et je ne pense pas qu'en ce moment-là, l'institution à laquelle l'accusé appartient aurait tort d'agir. Moi, je trouve que c'est légitime que l'Assemblée nationale, en apprenant qu'il y a un député devant les juges, alors que ces immunités n'ont jamais été levées, a le droit de se réveiller, de dire qu'est-ce qui se passe. Si nous laissons faire, notre sort est réglé alors qu'il y a une protection constitutionnelle disponible. Je pense que c'est normal. Maintenant, la Cour constitutionnelle a-t-elle autre pouvoir que de respecter la Constitution? Est-ce que c'est un problème des égaux, de Kamounete et Kamere? Non. C'est un problème de la loi, de l'autorité de la loi. C'est parce que nos autorités, d'ailleurs, ne se soumettent pas à la loi que souvent, elles se trouvent dans des positions de déconsidération. Sont déconsidérées. Parce que cette tendance à remplacer la volonté de la loi par la volonté personnelle, c'est un abus de pouvoir. C'est un excès de pouvoir. Et les gens n'apprécient pas. Les gens n'apprécient pas. Donc, ne cherchons pas d'avoir l'opinion pour nous. Nous cherchons à ce que la vérité soit connue, conformément aux formes prévues par la Constitution et la loi. Maintenant, c'était la dernière question. Pourquoi nous avons accepté de comparaître, finalement, alors que nous savions que les préalables ne sont pas remplis? Mais les préalables, on ne peut les évoquer que devant le juge. Si nous restons dans notre maison, dans notre chambre, au nom des préalables, quand est-ce que nous les aurons fait prévaloir? En aucun moment. Donc, la moindre des choses, c'était de répondre à l'invitation. Quitte à la première occasion, dire que ce dossier a des problèmes. Et nous l'avons dit,
À mon avis, pour le moment, ça nous suffit. Peut-être entre eux, ils pourront de nouveau se ressaisir, pourquoi pas. Mais ils ne peuvent pas foncer tête baissée dans un état de droit contre des textes du constituant, du législateur qui sont clairs, précis et exécutoires. Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de questions, c'est que tout a été clair. Congo Avenir.